Bonsoir à tous et nous sommes à présent sur la foire aux questions de l'épisode du Forum du Parti de la France Le Roi est mort, vive le roi, une émission qui était consacrée à Louis XVI et à son triste destin, à sa triste fin. Nous avons ce soir une trentaine d'auditeurs qui nous écoutent. Merci à vous d'ailleurs d'être aussi nombreux et fidèles à chaque fois. Si vous avez des questions sur le thème de ce soir, c'est quand même l'occasion, j'ai envie de dire. Si vous avez des questions sur les rois de France, sur Louis XVI, vous avez un historien qui est expert dans ce domaine et qui est très très bon, c'est le moment de poser ces questions-là. Et en plus de ça, vous avez Yanis Morio qui est catholique pratiquant, et moi aussi d'ailleurs depuis récemment, qui sera très heureux de parler avec vous. Dimé, vous avez une question. Dimé, vous êtes un fidèle auditeur du Parti de la France et un adhérent du Parti de la France habitant en Allemagne. Bonsoir Dimé, comment allez-vous? Bonsoir à tous, je vais super bien. Alors, je suis désolé, il y a un peu de bruit autour de moi parce que je suis dans le tram. Alors, j'aurais une question. C'est pas nécessairement sur Louis XVI. Ça serait plus. Alors, moi, je suis plus bonapartiste. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez du bonapartisme, de Napoléon Bonaparte dans l'œil d'un royaliste et éventuellement aussi du Parti de la France. Qu'est-ce que vous pensez de Napoléon et de la vision bonapartiste? Merci. Très bonne question Dimé, merci à toi de me l'avoir posée. Je vais laisser nos cadres du Parti de la France y répondre. Donc, peut-être d'abord Scipion et ensuite Yanis Morio. Donc Yanis Morio sera peut-être plutôt un œil royaliste et Scipion un œil sur le parti. Et moi, je donnerai mon opinion également là-dessus. Scipion, je vous donne la parole. Oui, volontiers. Donc, on a déjà fait une émission, je ne sais pas si elle est encore en ligne ou elle le sera, sur Napoléon, hein, où je dis ce que j'en pense. Donc, Napoléon a remis de l'ordre en France. Après le cataclysme qu'a été la Révolution française, Napoléon a remis de l'ordre en France. Alors, il a été en situation de le faire précisément parce qu'il a été un général de la République, hein. Donc, il a été un partisan de la Révolution française à ses 20 ans, à ses 25 ans, même un proche de Robespierre frère, mais il a eu la lucidité et l'honnêteté de se rendre compte que c'était une catastrophe. Et il a essayé de refonder des structures sociales et juridiques solides pour la France. Donc, c'est le Code civil, hein, pour résumer, et qui a unifié la législation et qui a restaurer des bases solides à la société, une société basée sur la famille, avec notamment un divorce restreint. Qu'à la Restauration, on lui a beaucoup reproché d'avoir maintenu le divorce, mais il l'a considérablement restreint. Et donc j'apprécie beaucoup Napoléon parce que donc il a un véritable génie tactique sur le champ de bataille. Ça, je m'intéresse beaucoup à l'histoire militaire. Alors après, on peut discuter sans fin de ses capacités stratégiques, c'est-à-dire planifier les campagnes. Je pense que en général, c'est pas une surprise que je pense ça. Il a plutôt réussi avec deux grandes erreurs, l'Espagne et la Russie. Donc Napoléon, j'admire vraiment beaucoup, hein. Donc ça, il n'y a aucun doute, ça fait partie de mes grands modèles historiques. Donc, que penser du bonapartisme sur le temps long? Le problème du bonapartisme, c'est que c'est extrêmement large. Déjà, Napoléon lui-même n'a pas fondé de parti, ça aurait été anachronique et ça aurait même rappelé les mauvais souvenirs de la Révolution. L'ancêtre des partis, c'est des clubs politiques et c'était les Jacobins ou les Cordeliers qui voulaient guillotiner tout le monde. Donc, il n'y a pas eu de vrai parti bonapartiste. Napoléon III, on lui avait suggéré, donc qui est le neveu du précédent, Napoléon III qui a 1852-1870, on lui a suggéré un parti bonapartiste et il n'a pas voulu non plus de parti. Ce qui a sûrement été une erreur. Donc Napoléon III, je ne suis pas un admirateur, contrairement au premier, puisque Napoléon Ier, c'est une pensée ambitieuse, mais tempérée par un réalisme foncier. Napoléon III, qui était quelqu'un d'intelligent, cultivé, de bien intentionné, qui rappelle un peu Louis XVI, hein, par bien des aspects, tous les deux de grands intellectuels, grands historiens et même grands géographes, géographes amateurs pour les deux, parce que Louis XVI avait soutenu la Pérouse
et Napoléon III a soutenu le canal de Suez et la découverte du monde. Napoléon III était aussi archéologue, hein, donc il a eu commis organisé les fouilles d'Alésia, de Gergovie, etc. Donc Napoléon Ier est un très grand souverain, même s'il n'a pas la légitimité du millénaire capétien, ça c'est clair. Bon, il a échoué de justesse, mais il a quand même échoué. Napoléon III, c'est très décevant. Avec les meilleures intentions, il a échoué dans le désastre de 1870 par-dessus le marché. Le résultat, c'est qu'on est en république depuis 1870. Donc, le bonapartisme, comment le définir? Disons, une autorité forte du gouvernement, une autorité de l'État et un soutien à l'agriculture, à l'industrie, un cadre économique protectionniste, au moins pour Napoléon Ier. Napoléon III a commis l'erreur d'aller dans le libre-échange et une société stable et traditionnelle, autant qu'il était possible après les ravages de la Révolution. Donc, moi, je suis, disons, proche d'une certaine forme de bonapartisme. Si je me proclamais bonapartiste, ça ferait rire tout le monde, ce qui n'est pas le but. Deuxièmement, on paraît que j'aurais je ne sais quelle fidélité dynastique pour une famille d'honnête noblesse corse, mais sans plus, oublié et souvent gangrené pour les prétendants par le républicanisme, voire le socialisme. Pour les prétendants Bonaparte, c'est pas brillant, encore pire que les Orléans. Donc non, c'est vraiment pas terrible. Maintenant, le royalisme, je suis pas contre non plus, mais je vois ça comme une forme de folklore sympathique, incarné avec talent par l'ami Yanis, qui va prendre la suite. Alors oui, effectivement, donc bonsoir Dimé, merci d'être encore un des plus fidèles auditeurs. Alors oui, effectivement, bon, pour un secret, je plus un cœur fleur-de-lysée que en forme d'abeille, mais bon, il faudrait quand même être fou pour nier que Napoléon est un des plus grands hommes de l'histoire de l'humanité, de par son héritage, de par ce qu'il a fait. J'ai plus de mal avec toute la partie, tout ce qu'il a pu conserver de la République, mais bon, en même temps, il a toujours été dans un équilibre entre, enfin, de ce que je vais de dire, de ce qu'il a conservé de la Révolution, mais il a toujours dû être dans un équilibre, il a quand même remis de l'ordre après une période qui était un véritable cataclysme. D'abord sous le Consulat, il a commencé à remettre de l'ordre, puis ensuite complètement avec l'Empire. Bon, j'ai beaucoup de mal, avec, notamment 2 faits, donc c'est le massacre, des royalistes, donc notamment à Toulon, puis aussi sur les escaliers de Saint-Roch. Et l'assassinat du duc d'Enghien, qui ne représentait en plus pas, même en politique, réelle, qui ne représentait pas un danger, très grand pour son autorité. Mais bon, c'est quand même une partie de l'histoire très intéressante aussi dans l'histoire de l'art. Bon, il aura quand même, amené beaucoup de choses. Je visitais l'autre jour Fontainebleau, bon, qui est autant le château des rois que le château de Napoléon. C'est quand même bon, c'est quand même très important. Mais on parlait aussi donc, de Napoléon III. Alors, je serais moins dur que l'ami Scipion sur Napoléon III. Bon, je trouve que pour sa politique, extérieure, c'était une catastrophe. Il a été un peu servi la soupe, aux Anglais, hein, notamment dans la guerre de Crimée, en soutenant l'Empire ottoman contre la Russie, qui aurait pu reprendre le Bosphore et puis reprendre donc Constantinople, sur les musulmans. Bon, malheureusement, c'était un beau rêve du tsar, mais qui, par cette guerre, n'a jamais pu se concrétiser. Il a aussi, alors, autant comme Napoléon Ier a fait, contre la France beaucoup plus tard, donc a permis l'unité allemande en détruisant le Saint-Empire et tous les États morcelés qui souvent ne s'entendaient pas entre eux, a permis à l'Allemagne de s'unir. Bon, Napoléon III a fait pareil avec l'Italie, en permettant ensuite, en permettant à la maison de Savoie d'abord donc d'unifier complètement l'Italie jusqu'à Rome. Jusqu'à reprendre les états du pape. J'ai toujours un peu de mal avec peut-être mon vieux côté zouave pontifical, le grand admirateur de Pie IX, mais bon, c'est un peu voilà. Mais sinon en politique intérieure, je trouve que Napoléon III a quand même fait, beaucoup. C'est le plus grand chef d'État que le 19e siècle ait connu en France, dans le développement donc, notamment le développement ferroviaire,
développement de tout un tas d'infrastructures. C'était un homme très éclairé qui s'intéressait à tout un tas de choses. Il était grand géographe, justement, il était très lettré. Il avait une politique sociale d'ailleurs, tout comme l'avait Louis XVI, Napoléon III, enfin quand il était encore Louis-Napoléon Bonaparte. Il a écrit De l'extinction du paupérisme, qui est un programme, qui aurait, une fois appliqué, aurait pu permettre à beaucoup de classes, même si ce terme est marxisme, enfin disons de couches populaires, de s'en sortir un peu mieux, de pouvoir petit à petit, devenir une classe moyenne. Mais bon, après il y a eu aussi des torts dans son gouvernement, mais globalement, il y a eu quand même des choses positives. Mais sinon, oui, donc comme le disait Scipion, bon, effectivement, les descendants sont pas toujours à la hauteur, c'est même une catastrophe. Bon, on a Charles, que même son père l'avait supprimé, enfin l'avait enlevé de la succession, puisqu'il se déclare républicain. Il s'était même présenté à la mairie d'Ajaccio sur une liste, alors je sais plus, il a changé, il était un temps au PS, il était un temps à l'UDF, bon, mais enfin, en tout cas sur une liste concurrente de la liste bonapartiste. C'est assez cocasse. Et puis son fils, bon, il brille surtout par son absence, le prince Jean-Christophe. Il est beaucoup plus souvent à Londres. Bon, c'est assez étonnant. Bon, on dirait Napoléon III est bien mort en exil à Farnborough. Mais sinon, oui, je pas donc si vraiment on veut regarder dans les dynasties, donc autant regarder du côté du beau-frère du roi. Donc aujourd'hui, celui qui représente le mieux le panache de toute cette épopée, c'est, le prince Joachim Murat, qui effectivement est de plus en plus présent sur les médias et qui pour le coup, oui, est voilà, beaucoup plus présent que le prince Jean-Christophe et qui a quand même un certain panache, qu'on ne peut que saluer. Dernière, un des derniers représentants de la Furia Francese. C'est plutôt positif de ce point de vue-là, mais sinon oui, plutôt, j'ai plus de sympathie, royaliste que bonapartiste, mais bon, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Mais effectivement, moi je suis plutôt d'accord avec Yanis au niveau de la politique intérieure, j'apprécie Napoléon III. En fait, être bonapartiste, ça a deux sens. C'est soit bonapartisme au sens strict, c'est-à-dire vouloir un Napoléon chef d'État de la France, ce à quoi je trouve ça assez absurde. Donc pas que je crois que c'est le 7 en ce moment, Napoléon VII, le banquier de Londres. J'ai rien contre lui, mais je sais pas, je vois pas la légitimité qu'il aura à avoir le pouvoir. Et il y a le bonapartisme au sens plus large, c'est-à-dire ce que se revendique Éric Zemmour notamment, hein, c'est-à-dire une forme de nationalisme par le biais du patriotisme. Où là, je pense que c'est plus effectivement une forme de valeur, comme l'a dit Scipion, ce n'est pas un parti politique, mais c'est plus une manière d'appréhender la politique française, c'est plus un état d'esprit, c'est plus une valeur, effectivement, être nationaliste par le biais du patriotisme. Et donc, dans ce cas-là, je dis pourquoi pas. Et sinon, on pourrait y voir aussi, est-ce que je serais pour un empire français? Euh, donc la forme, ça a toujours été un peu la réponse presque jésuite, hein, la réponse un peu fourbe, mais la forme apporte assez peu. Ce qui compte, c'est comment c'est fait. Quand je regarde que nos voisins, les Belges et les Anglais, ont une monarchie et que leurs pays sont pires que le nôtre, ce qui en soit un exploit, je me pose la question de monarchiste, oui, c'est bien, mais de quelle manière on applique cette monarchie? La République, c'est pareil. La République, en soi, elle n'est pas nécessairement mauvaise. C'est la nôtre qui est mauvaise, mais elle n'est pas nécessairement mauvaise. Comme une monarchie n'est pas nécessairement bonne. L'Empire, c'est la même chose. Ça dépend comment ce sera fait, ça dépend quelle vision à long terme de la France, etc. etc. Donc c'est assez difficile de répondre de but en point et de dire oui, je suis bonapartiste ou non, je suis pas bonapartiste. Parce que ça relève de beaucoup de concepts différents, ça relève de beaucoup d'idées qui sont pas forcément très très claires. Et ça révèle une forme d'ambiguïté qu'il est bon d'essayer d'éclaircir comme on peut. Je pense que ma réponse, elle est suffisamment claire. De toute façon, moi, si je suis directeur de la communication du Parti de la France, c'est que mes idées politiques, de manière générale, elles sont sues, et que par cette 86e, je crois, émission, je pense que les gens connaissent ma pensée sur tel ou tel sujet. Mais voilà, non, je ne crache pas sur Napoléon. Je ne l'adule pas non plus. Il fait pas forcément partie de mon top 5 des dirigeants de la France dans l'histoire, il fait pas forcément partie du top 5, mais il fait partie du top 10. Voilà.
Donc je l'apprécie, mais ce n'est pas ma seule référence. Et d'ailleurs, je vous conseille, moi j'ai pas fini de le lire, je l'ai acheté le livre, je l'ai acheté d'ailleurs dans les éditions La Délégation des siècles, vous savez, qui est tenue par Jonathan Sturel, qui est un invité récurrent aussi du Forum du Parti de la France, et avec qui j'ai de très bons contacts, et j'ai acheté son livre, enfin le livre qu'il éditait, Pour ou Napoléon pour ou contre la France de Charles Maurras. Donc j'ai pas fini de le lire, mais actuellement je suis sur cette lecture. D'ailleurs, tant qu'on en a à dire les lectures, je suis sur la lecture en ce moment de Gustave Thibon, philosophe, Ce que Dieu a uni. C'est un livre qui m'a été conseillé par un religieux et qui me l'a prêté d'ailleurs. Je ne l'ai même pas acheté, il me l'a prêté ce livre. Et peut-être que je ferai une émission là-dessus, je ne sais pas, mais je suis en pleine lecture de celui-ci, de cet ouvrage. Peut-être que vous connaissez Scipion Gustave Thibon. Oui, effectivement, j'ai lu Gustave Thibon. Je suis positivement étonné par la profondeur de vos lectures, mais c'est très bien, hein, cher ami. Gustave Thibon, grand écrivain catholique, hein, il faut quand même situer pour tous nos auditeurs. Après, en ce qui concerne mes écrivains catholiques préférés, pour rebondir, moi je suis un inconditionnel de Saint-Augustin, hein. Donc, Saint-Augustin, c'est extrêmement profond et extrêmement humain, hein, notamment ses confessions. Donc, j'essaye de le lire en latin et quand ça m'échappe un peu parfois, je me replonge dans les bonnes traductions en français. Mais moi, je ne quitte pas Saint-Augustin. On parle un peu des lectures pieuses en fin de soirée, pourquoi pas. Merci beaucoup. Bah, vous vous dites étonné par la profondeur de ma lecture, mais je ne lis pas que des mangas, cher Scipion. J'ai notamment lu un certain Mon combat de Scipion de Salm. Bon, récemment, ça date d'il y a quelques mois quand même, mais quand même. Un livre que je vous conseille. L'adaptation BD est en cours, hein. La bande dessinée est en cours, bah, ça c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Je vous invite, si vous êtes lecteur de bande dessinée, à acheter quand ça sortira Mon combat de Scipion de Salm, qui, s'il est à l'auteur du livre, pardon, sera une très bonne bande dessinée. Je n'en doute pas. Mais oui, Gustave Thibon, je crois que j'avais déjà entendu parler de lui, parce que j'avais lu un livre, je sais plus s'il est cité dans ce livre-là, mais j'avais lu un livre sur le maréchal Pétain, et je crois que le nom de Gustave Thibon était cité, parce que ce nom me disait vraiment quelque chose. Donc il doit avoir un rapport avec le maréchal Pétain, faudrait que je me renseigne là-dessus. Oui, il fait partie de ces catholiques qui trouvaient le maréchal et Vichy formidables, hein, faut dire. Ah, c'est pour ça alors. C'est pour ça, bah formidable. Et lui, des Ce grosses titre, décorations d'ailleurs, même récentes. Oui, Yanis? J'ai pas entendu, ce pardon. titre d'ailleurs, il le trouvait à juste titre d'ailleurs, puisque le maréchal, qui à l'origine, bon, n'était pas une grenouille de bénitier, mais qui s'est toujours refusé pendant l'affaire d'Autriche à, à condamner les autres généraux qui allaient à la messe. On lui avait demandé un jour de dénoncer ses petits camarades, comme à l'école, qui allaient à la messe. Lui-même qui n'y allait pas disait je suis toujours devant et je n'ai pas pour habitude de me retourner pour regarder qui est là. Bon, finalement, il a fini lui-même par revenir vers Dieu. Il est mort tout à fait en odeur de sainteté. Et il a tout au long je vais dire son règne, si on veut, puisque Louis-Ferdinand Céline l'appelait Philippe le Dernier, comme l'inscrivant dans la lignée des rois de France. Mais oui, il a tout fait pour revenir à une France catholique. Donc ensuite, on a eu le retour de la République, avec notamment le retour des francs-maçons. Bon, c'était tout à fait autre chose. Mais oui, Vichy aurait été de ce point de vue-là, en tout cas, aurait été une bonne chose. Formidable. Est-ce qu'il y aurait une question d'un autre auditeur? Dimé, je vois que vous levez la main. Dimé, quelle est votre question? Vu que j'ai pas vu d'autres mains levées, j'en aurai une dernière. Alors, je suis arrivé un petit peu en retard, donc je ne sais pas si vous avez déjà répondu à cette question. Selon vous, parmi tous les rois de France, lequel serait votre favori et pourquoi? Merci. Moi, je dirais Saint-Louis. Je dirais pourquoi après mes camarades, je vais laisser mes invités parler par politesse. Yann, bah, allez-y d'abord Scipion, ensuite ce sera Yanis Moriou. Alors moi, parmi les rois de France, donc Napoléon était empereur et pas roi, je mettrais Louis XIV.
Et est-ce que vous auriez l'amabilité d'expliquer pourquoi, mon cher Scipion? Oui, tout à fait, parce que justement, c'est quelqu'un, de travailleur et consciencieux. Une fois qu'il a décidé de diriger en personne, la France à partir de 1661, il s'est mis, sérieusement au travail, en dirigeant son gouvernement, en s'informant des dossiers et en décidant, contrairement à Louis XVI ou même Louis XV qui avait énormément de mal à décider et qui changeait d'avis parfois, ce qui est toujours catastrophique. Hein. On a l'exemple récent avec François Hollande, hein, quand ça tire à U et à Dia, c'est calamiteux. Louis XIV, il y avait un véritable esprit de décision et il avait une véritable vision pour la France, hein, reprendre les territoires qu'on a perdus au traité de Verdun en 843, à savoir les territoires entre Meuse et Rhin, dont l'Alsace, dont la Lorraine, même s'il n'a pas réussi à annexer tout de suite la Lorraine. Avoir une grande France qui aurait aussi son empire américain, peuplé avec des colons français, hein, les Québécois, nos cousins d'Amérique, descendent des colons envoyés par Colbert, mais sous l'autorité de Louis XIV dans les années 1670. Donc Louis XIV, c'est vraiment un très grand roi, un modèle de sérieux, de détermination, un grand protecteur des arts et des sciences, et je dirais qu'il y a une proximité relative, hein, parce que j'admire aussi Saint-Louis, j'admire aussi Charlemagne, mais ce sont des sociétés complètement différentes, tandis que Louis XIV, il y a un aspect relativement proche, et si on réfléchit à ce que devrait être un bon roi, ou de façon générale, un bon dirigeant de la France qui travaille dans le temps long, Louis XIV est pour moi vraiment un modèle assez indépassable. Et pour finir par une anecdote pour le temps long, c'est grâce à Louis XIV qu'on a nos plus belles forêts de chênes en France, puisque Louis XIV avait délégué les eaux et forêts à Colbert et la marine aussi, et ils ont planté énormément de chênes pour que la marine royale ait de très beaux mâts en l'an 2000. Hein, c'est littéralement ça. Donc je pense que c'est vraiment un sens du temps long au service de la France qui est exceptionnel. Merci beaucoup, Scipion, pour votre réponse. Maintenant, Yanis Morio, quel est votre roi préféré? Alors, bah, vous qui me connaissez très bien, Alexandre, vous savez que par principe, j'ai horreur d'avoir des préférences parce que ça peut être lié à l'humeur du jour ou parce que, bon, c'est aussi des fois se fermer à d'autres. Peut-être quand je serai plus vieux, que j'aurai accompli plus de choses, vu plus de choses, j'aurai peut-être des préférences. Mais sinon, oui, effectivement, il y a pour plusieurs rois. Je pense qu'il faut prendre la monarchie dans son temps long, comme la très belle anecdote rapportée par Scipion. Donc la prendre dans son temps long et dans toute sa globalité. Tous les rois qui ont fait la France, comme l'a dit une chanson qu'on scandait souvent encore à une certaine époque dans les banquets d'AF. Mais voir, oui, effectivement, beaucoup de nos rois ont apporté de grandes choses. Il y en a qui ont eu un bilan moins bon. Bon, Scipion va encore dire que je suis archaïque, mais effectivement, j'aurais tendance à regarder avant l'absolutisme versaillais, donc de Louis XIV, à regarder un peu, donc plus, on va dire, pour le coup, peut-être une provocation de ma part, mais dire, je me définirais un peu comme centriste de ce point de vue-là, voir un peu l'équilibre entre effectivement un Moyen Âge où le roi était une espèce de gros seigneur d'Île-de-France, qui gouvernait très pas qui avait très peu de poids en dehors et ensuite, au moment de Louis XIV, un roi qui était, avec une toute puissance, sur les affaires du royaume. Voir un peu l'équilibre entre la fin donc des grands féodaux qui paralysaient parfois les projets royaux et et un roi qui n'écoutait pas toujours, on va dire son opposition, mais les contre-pouvoirs qu'il pouvait y avoir localement. Je pense l'équilibre pouvait se trouver dans les derniers Valois, bon, qui ont pas toujours été les plus grands rois, mais dans la manière en tout cas de l'incarner, dans la manière de les forces en présence, il y avait encore de vraie noblesse de terrain avant qu'ils soient tous à Versailles et se coupent de leurs racines, sauf un peu dans l'Ouest. Et, et d'un côté, quand même, un État qui commençait qui n'était pas voilà, qu'un embryon d'État.
On avait déjà, à partir de Louis XI, on avait la poste qui commençait, voilà, à se développer avec tous les relais de poste dans toute la France. C'était un maillage, formidable et on avait malgré tout donc ces contre-pouvoirs, ces pouvoirs locaux, ce qu'aujourd'hui on appellerait une forme de fédéralisme, qui a quand même perduré jusqu'à la Révolution et ça permettait, voilà, d'avoir ce bon équilibre qui n'était plus, voilà, la féodalité complète médiévale, qui n'était pas encore l'absolutisme royal du XVIIe, XVIIIe, qui était, voilà, un bon compromis, dans le bon sens du terme, pas de la compromission, entre, voilà, tout je pense le bon, voilà, le bon équilibre des forces. Sinon, oui, ils ont tous nos rois ont eu de grandes choses. On peut mais évidemment admirer et même prier Saint Louis, le prier même sur les autels, puisqu'il a sa fête liturgique le 25 août. Il est donné en exemple de sainteté par l'Église, ce qui est assez rare parmi les chefs d'État, parce que quand on est chef d'État, on a tellement de choses, à faire des fois qu'on se reproche, tellement de vie entre les mains que c'est très dur d'être saint quand on a cette fonction, mais lui a réussi. On a effectivement donc malgré tout Louis XIV qui a, même si c'était déjà bon, moins d'équilibre, mais qui a quand même fait de grandes choses. Ce serait, quand même un de nos plus grands rois. Louis XVI car c'était quand même un saint homme, mais sinon oui, tous ont quand même leur grande, leur grand c'est difficile d'en choisir un. Ils sont tous nos rois et nous aimons nos rois. Vive le roi! Merci beaucoup Yanis. Donc moi j'avais dit Saint-Louis. Alors si j'avais été d'un humour proche de celui de Pierre-Nicolas Nups, je vous aurais dit sous un ton un peu sarcastique que c'est parce il avait brûlé des Talmuds et que il avait instauré les bordels. Mais de manière un petit peu plus sérieuse, non, c'est parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de difficultés peut-être à avoir un roi uniquement un chef, un modèle politique, mais c'est vrai que je vois beaucoup plus la figure religieuse et la personne plus que la fonction. Et Saint-Louis, je pense, est un des rois qui incarne le mieux cet aspect bienveillance envers son peuple, cet aspect la recherche constante de la justesse et de la justice aussi d'ailleurs. Et c'est Saint-Louis qui, par sa dévotion religieuse et sa piété, est celui qui, je sais pas, et pour lequel j'ai le plus de sympathie, tout simplement. Euh, parce que, comment je peux dire, si vraiment on s'attarde que sur le plan militaro-centré, mes références, elles ne sont pas vraiment monarchiques, faut être tout à fait honnête. On va partir plutôt sur du Mussolini, on va partir sur du maréchal Pétain, un petit peu de Pinochet par-ci par-là, enfin bref, des figures qui finalement ne sont pas du tout monarchistes. Mais c'est parce que je suis aussi dans mon ère du temps, tout simplement, et que nous sommes dans des situations et des contextes très très différentes de l'époque de la monarchie. Et nécessairement, je vais plus me reconnaître dans des dirigeants entre guillemets modernes que ancien. Je pense avoir répondu de manière très complète à la question. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres mains levées. En même temps, vous savez, on est déjà en émission depuis 2h30, ce qui est déjà très très bien. On a atteint d'ailleurs les 3000 personnes sur le canal du Parti de la France. Bah, félicitations, c'est grâce à vous invités, grâce à vous auditeurs, et aussi grâce à la diffusion que tout le monde peut en faire, à la diffusion et au partage. Donc 3000 personnes sur un canal Telegram comme le nôtre, c'est pas ridicule. Et je vois que nos rediffusions sur YouTube, de toute façon, c'est rare qu'un épisode du Forum du Parti de la France soit en dessous de 2000 vues. Donc on peut s'en féliciter, on peut prendre un petit temps pour s'en féliciter. Scipion de Salm, vous parliez de votre vidéo, qui est très bonne d'ailleurs, sur Napoléon. Quelle est la... Vous l'avez fait avec Epona ou avec moi l'émission? J'arrive pas à m'en souvenir. Parce que je sais que je l'ai monté, je sais que c'est moi qui ai écrit les questions, mais je sais plus si c'est moi qui l'avais animé. Je vais être très honnête, Alexandre, je ne sais plus. Il faut D'accord. savoir qu'il y a eu un petit incident pour nos amis auditeurs qui ne seraient pas au courant. À sa demande, toutes les vidéos faites par Epona ont été supprimées. Tout à fait, toutes les vidéos où Epona paraissait ont été supprimées, mais je crois que c'était Epona qui l'animait. C'est dommage, cette vidéo, je l'ai beaucoup aimée. En plus, je crois qu'elle a fait 5000 vues, donc elle a plutôt bien marché pour un épisode de chronique historique.
Et j'avais beaucoup travaillé dessus aussi, mais bon. C'était triste, hein, parce que j'ai supprimé peut-être 70 vidéos, quelque chose comme ça. Et c'est des vidéos sur lesquelles la plupart j'avais beaucoup travaillé dessus. Même si j'étais pas face caméra, j'étais derrière la caméra et je fais du montage, la préparation des questions, l'aisance, les dialogues avec les invités, etc. Et c'est vrai que ça fait un peu triste, ça fait un peu mal au cœur de supprimer tout ça, mais bon, ce n'est pas On grave. la refasse l'émission sur Napoléon, c'est tout simple. Bon, je suis pas contre, hein, pardon. Je suis pas contre. En plus, ça intéressera grandement les gens, donc. Ou alors avec une intelligence artificielle, on reprendra la vidéo avec Epona et on mettra à sa place. On a deux doigts d'y arriver. Mais voilà Martina à la place l'explication. d'Epona. Je suis pour. Et actuellement, elle est vers moi actuellement. Elle fait un beau doudou en mettant ses petites pattes dans sa petite tête, pardon, dans ses petites pattes. Elle est très très mignonne. Une émission sur Tina. Je suis pas sûr que ça plairait à beaucoup d'adhérents, mais pour ceux qui savent pas, Tina c'est mon chat. Mais une vidéo sur mon chat peut paraître, alors effectivement très drôle, mais ça peut être intéressant en soi, parce que ça a eu un impact dans ma vie, et je vais pas en parler plus que ça ce soir, mais je ferai peut-être sûrement une vidéo là-dessus, parce qu'effectivement, il y a des choses à dire par rapport à ce chat. On va pas passer pour des fous. Ce week-end, je précise qu'il y aura une foire aux questions, de Thomas Joly. Le président reprend ses fameuses vidéos Thomas répond à vos questions. Donc il va tourner ça, je crois, demain. Il doit m'envoyer les rushs, on appelle ça, hein, c'est-à-dire les fichiers vidéo demain soir, et moi je vais les monter cette fin de semaine et je vais les publier, je pense, dimanche. Donc on peut être content parce qu'il y en a eu beaucoup des questions depuis. Le Parti de la France a quand même eu beaucoup évolué. Il a quand même fait beaucoup de nouvelles choses, changé de choix, par exemple, de présentateur, remaniement aussi des cadres. On a maintenant des cadres beaucoup plus jeunes depuis la dernière FAQ. Donc il y aura quand même beaucoup de choses à dire. En tout cas, pour moi, je pense que c'est tout bon. J'ai été ravi de faire cette émission avec vous, Scipion, Yanis, mes chers auditeurs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc je crois que la semaine prochaine, c'est un bistrot, hein, si je ne m'abuse. Ce sera un bistrot du Parti de la France, parce que vous savez que chaque fin de mois, on fait un bistrot du Parti de la France. On reste le Parti de la France avant tout, donc l'alcool est dans notre ADN. Et j'aurai la joie de vous retrouver autour d'une bonne bière. Chers amis, partagez bien la rediffusion, partagez la vidéo sur YouTube si vous êtes sur YouTube. Et écoutez, moi je vous dis force et honneur, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne fin de semaine à tous et bonne année pour ceux qui m'écoutent pour la première fois de cette année. Merci Alexandre, bonne soirée à tous. Eh bien, bonne soirée à tous. Et puis, donc, pour ceux qui le voudront, nous pourrons nous recueillir le 21 janvier, et puis les jours avant et après, pour des messes de Requiem, pour notre bon roi Louis XVI. C'est devenu une tradition française maintenant. Et donc, prions bien pour lui, prions pour notre roi. Et bonne soirée à tous.